Alors, on a des personnes de Nantes, de Clichy, de Saint-Denis, de Bordeaux, de Paris, de Paris. Ok. Est-ce qu'on a des personnes de Lyon? Alors, moi, je viens de Lyon. Je suis de Lyon. Ok. Eh bien, merci à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Je vais pouvoir introduire nos deux intervenantes, Delphine Cochet et Sandrine Margirier. En attendant que d'autres personnes puissent nous rejoindre, je me présente, je suis Marjolaine Pain, responsable territoriale du MOVE en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est aujourd'hui lundi 22 juin dans la première journée dans le cadre de notre semaine Femmes Impact, qui est une semaine 100% digitale dédiée aux femmes entrepreneurs à impact. On va parler aujourd'hui, ce matin, ce midi, sur la parentalité, la politique parentalité dans l'entreprise, qui est un levier pour accélérer l'égalité femmes-hommes dans le monde de l'entreprise. Je suis accompagnée, donc comme je le disais, de Delphine Cochet. Si Delphine, tu peux lever la main. On a Delphine en vrai ou en vrai? Oui, en vrai. Super, merci Delphine. On a donc Delphine Cochet, cofondatrice de Ma Bonne Fée. Je lui demanderai ensuite de se présenter. Et on a avec nous aussi Sandrine, qui est RRH de chez Phoenix. Merci à toutes les deux d'être avec nous pour ce temps. Est-ce que Delphine, tu peux nous présenter Ma Bonne Fée? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. On a créé Ma Bonne Fée il y a presque 3 ans maintenant. On a évidemment beaucoup évolué dans notre parcours, mais aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique parentalité dans l'ensemble, avec justement, tu l'as un petit peu dit déjà, mais avec différents objectifs pour les entreprises, mais notamment d'améliorer performance, productivité, attractivité, rétention des collaborateurs et évidemment tous les sujets d'égalité femmes-hommes. Merci Delphine. Sandrine, est-ce que tu peux te présenter et présenter Phoenix? Oui, donc moi je suis chez Phoenix depuis 4 ans. Phoenix est né en 2014. Et Phoenix, c'est une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire, en mettant en relation beaucoup la grande distribution avec les associations. Et aussi, il y a une application pour mettre directement les citoyens et citoyennes au service de l'anti-gaspi. Voilà. Super. Merci beaucoup Sandrine. Simplement pour vous dire que nous sommes aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble avec Delphine et Sandrine. On va faire un premier échange avec des questions-réponses et on pourra, à la suite de cet échange, vous donner la parole. Utilisez bien l'onglet Converser pour vous poser vos questions aux intervenantes et on prendra un temps en fin d'échange pour y répondre. Donc, pour ceux qui utilisent Zoom de ces premières fois, l'onglet Converser est en bas sur la barre qui est en bas de votre vidéo. Et il y a un petit onglet où c'est écrit Converser. On prendra vos questions après notre échange. Voilà, merci. Alors, pour une première question, je m'adresse à Delphine. Delphine, comme tu l'as présenté, Ma Bonne Fée accompagne la parentalité dans son ensemble auprès des entreprises. Quand tu as créé justement cette structure, c'était quoi ton constat général sur la gestion de la parentalité par les entreprises? Le constat général sur tous les sujets parentalité, et ce qui existait dans les entreprises sur ces sujets-là, globalement, depuis une quinzaine d'années, c'est notamment la création des crèches d'entreprise. Donc, c'est peut-être des sujets qui parlent à certains, moins à d'autres. Mais pour vous mettre un peu dans le contexte, de toute façon, de tout ce qui est autour de la parentalité, en France, on est dans un état-providence. Donc, c'est un sujet qui n'est pas a priori du domaine de l'entreprise, que ce soit le soutien, l'accompagnement du parent, contrairement aux US, dans des pays comme les US, où c'est un sujet qui est lié à l'entreprise.
Mais en réalité, il y a une quinzaine d'années, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de place en crèche. Il y a des vrais sujets d'égalité femmes-hommes liés à la parentalité. Et donc, une des réponses du gouvernement, ça a été de mettre en place des aides fortes de l'État à destination des entreprises qui investissaient sur ces sujets d'accompagnement et de soutien de la parentalité. Donc, pour vraiment répondre sur la question de l'état des lieux à la création de Ma Bonne Fée, qui est globalement le même il y a 3 ans ou aujourd'hui. Mais en tout cas, dans la raison d'être de Ma Bonne Fée, je vais juste vous donner quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a 6 salariés sur 10 qui estiment que leur entreprise ne fait pas beaucoup de choses pour aider l'équilibre des temps de vie. C'est une étude de l'Observatoire de la parentalité en entreprise. Et cette même étude, elle révèle que 30% de l'absentéisme des salariés, c'est dû notamment à une défaillance du mode de garde du jeune enfant. Quand on sait en plus que 9 femmes sur 10 reconnaissent que la maternité a eu un impact négatif sur leur carrière, ça c'est le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui l'a montré. Et le dernier chiffre vraiment très parlant, c'est que dans la génération des millennials et génération Z, près d'une personne sur 4 a l'intention de quitter son entreprise actuelle dans les 2 ans à cause de la difficile conciliation vie pro, vie perso. Ça, c'est une étude de Deloitte de 2019. Donc voilà, donc pour remettre le contexte, on a aussi aujourd'hui des accords obligatoires négociés par les CSE, donc les comités d'entreprise, qui incluent la prise en compte de la qualité de vie au travail, de l'équilibre vie pro, vie perso, de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc tous ces sujets, on comprend mieux pourquoi les entreprises et les RH ont pris conscience d'un véritable enjeu autour de l'accompagnement des salariés parents. Merci Delphine. Et justement, quand tu fais ce type de constat, toi, avec Ma Bonne Fée, quelle solution tu proposes aux entreprises pour soutenir leurs salariés parents? Quelle solution, quels leviers peuvent être mis en place? Alors ça, je pourrais en parler très très longtemps, mais on est limité. Donc, pour résumer, en fait, nous, de ce qu'on voit et de ce qu'on met en place avec les entreprises, en fait, je dirais qu'il y a 2 grands types d'actions pour les entreprises. Il y a d'un côté les politiques internes et de l'autre ce que j'appelle un peu les actions servicielles. Donc, sur les politiques internes, et là encore une fois, je vais vous plébisciter plutôt je vais vous donner plutôt les plus plébiscités par les salariés et même les RH. Et en plus, ce sont des sujets très actuels dans le contexte que nous connaissons tous. On a la première mesure, c'est tout ce qui est relatif à l'organisation du travail. Donc, dedans, vous retrouvez télétravail, flexibilité des horaires, les horaires en eux-mêmes, la charge de travail. Vous avez dans les politiques internes aussi les mesures d'ordre managérial. Donc, c'est la sensibilisation des managers, formation des managers au rythme de vie des équipes. Vous avez tout ce qui est accompagnement, départ et retour, congé maternité et plus largement congé parentalité. Et puis, toujours dans ces politiques internes, vous avez tout ce qui est les mesures financières et les bonifications de droits. Donc, on retrouve les mutuelles avantageuses, on retrouve rémunération des congés avec un maintien de salaire et notamment des congés spécifiques. Donc là, on retrouvera, et Sandrine nous en parlera, des actions comme le Parental Act et la prise en charge d'un congé deuxième parent rémunéré. Donc ça, c'est vraiment la partie politique interne, c'est-à-dire interne à l'entreprise, quelles sont les actions et les leviers possibles. Et puis, en parallèle, vous avez les politiques servicielles, c'est-à-dire que peut mettre en place l'entreprise dans un cadre d'amélioration de la qualité de vie au travail, de meilleure conciliation vie privée, vie pro. Et dans les actions servicielles, vous avez ce qu'on retrouve très largement, par exemple les conciergeries d'entreprise. Vous avez toutes les solutions autour de la garde d'enfants. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des places en crèche privée. Donc, ça peut être la réservation de places en crèche privée, mais ça peut aussi être toutes les actions en faveur de la recherche d'un mode de garde ou de solutions en cas d'imprévu, un enfant malade, du télétravail en même temps que des enfants. Ça, je pense que ça parle à beaucoup de monde. En cas de déplacement professionnel, etc. Vous avez aussi dans les actions servicielles tout ce qui est mise à disposition d'experts et services d'accompagnement. Donc là, on va avoir téléconsultation. Donc ça peut être téléconsultation médecin ou des experts parentalité, psychologues, etc. Voire des ateliers, webinaires, conférences. Donc ça, c'est vraiment
le pool service d'accompagnement. Vous avez aussi toute une partie, toujours dans ces actions servicielles, autour de l'accompagnement scolaire qui a pris beaucoup de poids ces dernières années et je dirais même ces dernières semaines. Pour vous donner un exemple très concret, chez Ma Bonne Fée, pendant la crise du confinement, certains de nos clients nous ont demandé d'ajouter cette corde à notre arc du soutien scolaire pour les enfants des collaborateurs parce qu'ils rencontraient des grandes difficultés à gérer à la fois leur travail et les devoirs des enfants et que avoir le soutien scolaire, une heure de visio, ça permettait aux parents de ne pas avoir à gérer dans une situation vraiment assez intense, au moins un sujet spécifique pour leur enfant. Et puis, dans les grands services proposés par les entreprises, on retrouve aussi tout ce qui est la partie soutien aux aidants, puisqu'ils représentent une part de plus en plus importante des collaborateurs dans une entreprise. Donc, vous voyez, le champ d'action est très large, encore une fois, à la fois côté politique interne, de fonctionnement, et puis politique servicielle, donc les services qui viennent compléter souvent les mesures mises en place en interne. Merci Delphine. Sandrine, au sein de Phoenix, on connaît Phoenix notamment grâce au Parental Act, on connaît l'engagement de Phoenix, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle démarche l'engagement de Phoenix s'est-il inscrit. Est-ce que vous avez mis en place uniquement une politique parentalité ou est-ce que c'était dans une démarche plus grande ? C'était en effet plutôt pour l'égalité femmes-hommes. Et du coup, la parentalité permet d'agir là-dessus. Donc, c'était fin 2019 et début 2019, pardon. Et du coup, en fait, moi, je revenais de congé mat. Du coup, j'étais en plein dedans. Le magazine Cosette parlait de ça. Les hommes, c'était les darons montent au front, sur les hommes et l'égalité. Et du coup, ça disait clairement qu'on ne pouvait pas juste faire des actions envers les femmes, il fallait en fait que les hommes agissent aussi pour que ça rééquilibre. Et donc, le congé paternité était un moyen de limiter le risque de l'embauche des femmes et de la carrière. Et donc, en mettant aussi un congé sur les hommes, du coup, ça annule plus ou moins le risque des femmes, même si au niveau de durée, on n'est pas encore du tout sur quelque chose d'égalitaire. Donc, le risque est encore plus important pour les femmes, pour l'embauche des femmes, mais c'est un premier pas. Et du coup, en fait, on a décidé de rajouter 14 jours calendaires en congé paternité. Et Jean Moreau, le cofondateur, était tout de suite partant. Il était très emballé. Et donc, voilà, c'est ce qu'a lancé la mise en place. C'est vraiment pour l'égalité. Et donc, les salariés sont plutôt contents. Merci. Est-ce que dans ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez justement, peut-être même plus largement sur la mise en place, l'accélération de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise ou peut-être aussi dans le bien-être au travail? Qu'est-ce que Phoenix a pu mettre en place ou est en train de mettre en place aujourd'hui? Les salaires sont communiqués. Il y a une grille de salaire qui est communiquée sur les salaires à l'embauche. Et donc, bien évidemment, c'est les mêmes salaires pour les hommes et les femmes, pour les mêmes postes. On essaye aussi sur certains postes où on voit que les recrutements de femmes sont plus compliqués. On essaye de les pousser sur les métiers tech. On essaye de recruter des femmes. Après, le vivier est beaucoup plus masculin, donc ça reste difficile. Mais en tout cas, on est conscient de cette difficulté et du coup, on essaie d'agir là-dessus. Voilà, on met en place aussi là, très récemment les congés pour les aidants. Donc, on sait aussi que c'est plus souvent les femmes qui sont aidantes. Donc, voilà, si ça peut soulager un petit peu, c'est mieux pour l'équilibre du collaborateur, de la collaboratrice. Merci Sandrine. On sait que la politique parentalité est encore trop peu généralisée dans les entreprises. Est-ce que Delphine, est-ce que tu peux nous dire quels sont les freins rencontrés par les entreprises lorsqu'il est question de mettre en place ce type de politique ? J'avais enlevé mon micro, je le remets. Alors, effectivement, les politiques parentalité telles quelles, donc
encore une fois, on met beaucoup de choses dedans dans une politique parentalité. Et là, Sandrine, tu viens de nous citer pas mal d'actions justement qui rentrent là-dedans, même si ça n'a pas été identifié tel quel, mais ça rentre quand même dedans. Et je dirais que c'est peut-être trop peu généralisé, mais que justement, c'est un sujet qui est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment un peu dans tous les sujets RH de toutes les entreprises que je rencontre et qu'on accompagne, que ce soit aussi bien les secteurs très traditionnels et même voire très masculins que les startups hyper innovantes qui sont déjà qui mettent en place énormément de choses sur toute la partie en plus en utilisant beaucoup de termes anglais, toute la partie fulfillment, donc accompagnement, bien-être des collaborateurs, conciliation des temps de vie, etc. Mais si je dois trouver quelques freins, je dirais qu'il y a évidemment un frein qu'on donne sur quel que soit le sujet pour une entreprise, c'est le coût. Si je donne l'exemple des places en crèche, comme j'en ai parlé, ben, effectivement, c'est un coût, surtout, c'est une sortie de trésorerie brute. Après, il y a des aides qui permettent de récupérer jusqu'à 81% de la dépense, mais ça reste une sortie de trésorerie. Là-dessus, je dirais en fait que ce soit les places en crèche ou le Parental Act. Alors, je ne sais pas, Sandrine, si vous êtes posé la question du coût que ça pouvait avoir. Peut-être Oui, pour les places en crèche, oui. Pour le congé paternité, non. Vous n'avez pas forcément estimé. Mais donc, dans tous les cas, ça peut être un sujet. Et en fait, quelle que soit l'action mise en place, même nous, on nous demande un ROI, donc un retour sur investissement. En fait, un retour sur investissement sur ce type d'action, c'est évidemment très difficile à chiffrer, mais c'est important, et ça, j'adresse à tous les RH qui nous écoutent, de mettre en place des indicateurs. Et pour mettre en place des indicateurs, c'est en amont d'être très clair sur les objectifs à atteindre. Parce qu'il faut savoir ce que vous souhaitez améliorer, pourquoi vous souhaitez le mettre en place. Quand on veut mettre en place des choses juste parce que ça fait bien et que voilà, et que c'est pas accompagné en parallèle, encore une fois, je reviens sur ces côtés politiques internes et serviciels, s'il n'y a pas en profondeur des actions, c'est souvent entre guillemets des coups d'épée dans l'eau des RH parce que c'est pas suivi par le management, parce qu'on sait pas ce qu'on suit et que le jour, comme en ce moment où il y a une crise ou qu'il y a besoin de couper les coûts, c'est ce qui va être supprimé en premier si on n'a pas réfléchi et mesuré ce qu'on souhaite, enfin, vraiment le retour sur investissement. Ça, c'est une parenthèse c'est un coût, mais il faut savoir ce qu'on souhaite améliorer parce que derrière, on peut se rendre compte qu'il y a un retour sur investissement, que ce soit la baisse de l'absentéisme, que ce soit la diminution du turnover, que ce soit une plus grande attractivité. Voilà, il faut vraiment savoir mesurer en fonction de l'objectif visé. Si je reparle d'autres freins, on peut nous dire que c'est des politiques qui ne concernent pas tous les salariés, parce que tout le monde n'est pas parent, et surtout sur des entreprises dans lesquelles vous avez à la fois des jeunes recrues et puis des seniors. Il n'y a pas forcément ce côté universel pour l'entreprise. Mais là aussi, en fait, nous, ce qu'on dit à nos clients, et c'est comme ça aussi qu'ils le mettent en place, c'est qu'il faut avoir une réflexion plus globale parce qu'au final, ça peut potentiellement concerner un grand nombre des collaborateurs, voire en tout cas les accompagner dans des moments de vie qui sont importants. Comme tu disais, Sandrine, toi, quand tu es revenue, même à titre personnel, pas la casquette RH, mais ça a pu être même compliqué dans la gestion, la conciliation des temps de vie pro et perso avec l'entreprise. Donc, de toute façon, c'est un sujet qui, sur une population, quand vous en avez entre 25 et 45-50 ans, le sujet est quand même assez important et dans un moment de carrière qui est aussi important. Donc, pour revenir sur les freins, en fait, il y en a beaucoup, mais je dirais qu'en face, ils peuvent toujours un peu tous être levés. Et c'est vraiment ça, c'est la question de la priorité des sujets RH. Et pour vous donner un exemple, là, en particulier dans le contexte, nous, évidemment, une de nos craintes, et puis voilà, c'était un peu la question de est-ce que tout ce qu'on fait, ça allait rentrer dans toujours dans les termes anglais, le nice to have, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, quand tout va bien, on le met parce que c'est bien.
Et en fait, nous, on s'est rendu compte, ma bonne fée, là, on a très concrètement accéléré ces dernières semaines parce que le sujet de la parentalité, il n'a jamais été autant d'actualité. Il n'a jamais autant prouvé, aussi bien aux RH qu'aux dirigeants et sur les aspects business, que d'accompagner ses collaborateurs parents. Ça avait un impact non seulement sur évidemment leur productivité, leur performance, sur leur présence, sur les garder. C'est-à-dire que là, on travaille avec des entreprises parce qu'ils ont peur que des collaborateurs pour lesquels la situation a pu être compliquée ces dernières semaines, entre guillemets, craquent et les quittent. Donc, de quelle manière je les fidélise, je leur montre que je les soutiens dans cette période, en particulier dans cette période. Voilà, aujourd'hui, je dirais étonnamment ou pas, dans cette période, les freins sont globalement assez levés parce que tout le monde se raccorde à dire que c'est un enjeu RH et business en même temps. D'accord, super. Merci beaucoup, Delphine. Sandrine, est-ce que toi, au sein de Phoenix, vous avez pu faire face à des obstacles vis-à-vis de justement la mise en place de cette politique? Alors, Jean Moreau, lui, aucun obstacle. Donc, c'est un des cofondateurs, donc du coup, ça fait un soutien assez important. Mais il y avait d'autres décideurs à l'époque, et c'est vrai que ça n'a pas fait l'unanimité. Donc, on a gagné un petit peu sur le côté, mais sans le jeter, bien au contraire. Et du coup, c'est revenu quelques mois plus tard, et là, on s'est dit, OK, on y va, et on réfléchit pas des heures, et en 5 minutes, c'était validé, quoi. Donc, les freins, c'était plutôt juste quelques détails pratiques. Moi, j'avais proposé que ce soit 14 jours dans les 2 mois suivant la naissance, sachant que les 11 jours légaux, c'est plutôt dans les 6 mois. Donc, on était beaucoup plus restrictifs sur les délais, mais ça me paraissait important que ce soit vraiment au tout début pour vraiment que les deuxièmes parents puissent s'investir dès le départ, en fait, et prennent vraiment conscience de toute la charge mentale, de tout ce qui est associé à la naissance d'un enfant. Et donc voilà, ça, c'était un petit peu l'obstacle, mais ça ne remettait pas en cause l'idée. Donc ça n'a pas été trop un sujet. Et il y avait certains pères qui disaient que ce n'était pas la période la plus favorable les premiers mois pour un papa. Parce que pour une maman, visiblement, ça allait beaucoup plus. Les nuits pleines de réveil, etc. Mais du coup, enfin voilà, ça, on a réussi à montrer que c'était justement le bon moment. Et c'est confirmé parce que les salariés qui prennent le congé paternité le prennent tout de suite après la naissance avec les 11 jours légaux, plus les 3 jours de naissance. Donc, ils font vraiment 1 mois, voire 1 mois et demi, 2 mois d'affilée parce qu'ils rajoutent les congés payés derrière. Donc, c'est qu'en fait, ce moment très tôt dans l'arrivée de l'enfant, ça correspond à la demande. Donc, c'est très bien. Et il y avait la question du coût, elle s'est pas posée. On l'a évoqué, mais les personnes qui partent comme ça 1 mois, 1 mois et demi, elles sont généralement pas remplacées parce que c'est trop court pour former quelqu'un. Donc, du coup, étant donné qu'il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, nous, on fait le maintien de salaire complet sur les 14 jours. Mais on ne remplace pas la personne. Donc, du coup, il n'y a pas de surcharge. Donc, ça n'a pas été un sujet. Par contre, sur les crèches, on a déjà eu des demandes pour les crèches. Et en l'occurrence, on n'a pas validé parce que ça nous fait un coût trop important et on n'a pas la réduction de taux derrière, etc. Donc nous, ça, c'est une option pour l'instant qu'on n'a pas mis en place, peut-être dans quelques années. Mais donc du coup, pas de frein de ce côté-là. C'est plutôt, enfin nous, ça correspond aussi, il n'y a pas de bénéfice immédiat et on n'en recherche pas. C'est plus pour, tout comme l'entreprise Phoenix, en fait, elle essaie d'agir sur le bien-être ça fait un peu grandiose ce que je veux dire, mais sur le bien-être de l'humanité en général. Et ben, l'égalité homme-femme, c'est pareil en fait. Ça doit bénéficier à tout le monde et on ne recherche pas de bénéfice direct sur l'entreprise. On sait que les salariés sont très contents d'en bénéficier. Est-ce que ça les fait rester plus longtemps ou pas ça reste difficile à mesurer. Donc, c'est juste ça correspond aux valeurs de l'entreprise et des dirigeants et des salariés. Voilà, c'est pas besoin d'indicateurs à mettre en place. Enfin, en tout cas, vous en avez pas mis en place ni réfléchi à en mettre en place. Non.
Merci Sandrine. Tu as déjà commencé à répondre à la question, mais là, par exemple, pour les personnes qui seraient participantes et qui souhaiteraient mettre en place ce genre de politique, enfin ce genre de congé pas paternité, pardon, parentalité dans leur structure, comment ça se passe administrativement, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en place au niveau administratif? Et aussi combien de personnes au sein de Phoenix ont pu en bénéficier. Et voilà. Et comment ça se passe vraiment concrètement quand on est une personne dans les ressources humaines pour mettre en place. Bah, du coup, il faut juste faire une communication, une espèce de note de service qui indique la durée, les conditions. Nous, on a mis une condition d'ancienneté d'1 an. Donc voilà, c'est à préciser. Mais sinon, il n'y a pas besoin de solliciter le CSE. Étant donné que c'est favorable, c'est un avantage pour les salariés. Du coup, un accord, enfin une décision unilatérale de l'employeur, ça suffit et ça permet éventuellement de le remettre en cause si à un moment donné l'entreprise peut avoir des difficultés quelconques. Mais du coup, voilà, c'est juste une note de service à communiquer aux salariés. Et après, nous, concrètement, on a un SIRH pour le suivi des congés. Donc, on note les congés à ce moment-là, comme le congé paternité légale. Et il n'y a pas de. C'est même pas indiqué sur la fiche de paye actuellement. On pourrait le mettre à titre informatif, mais il n'y a pas de. Ça n'agit pas sur le cumul des CP. Enfin, pour nous, c'est considéré complètement comme du temps travaillé. Étant donné que c'est que 14 jours, ça n'a pas beaucoup d'effet. Enfin, ce serait éventuellement un demi-RTT en moins, mais on laisse au plus simple. Merci. Combien de personnes aujourd'hui en bénéficient? Ont pu en Il y en a eu bénéficier? un en 2019 et là, cette année, il y en a déjà eu 2 et il y en a 2 autres qui vont être concernés. Et peut-être d'autres d'ici la fin de l'année, mais on ne sait pas encore. D'accord. Et vous avez combien de salariés à Phoenix? On est 170 salariés environ. D'accord. Et donc, ces personnes-là sont réparties dans toute la France. Enfin, ces salariés-là sont… D'accord. Donc, et vous gérez de la même manière, que ce soit vous au siège ou dans les autres… Oui. Bah, après, c'est une organisation. Chaque équipe s'organise pour voir comment les tâches vont être prises. Donc, généralement, c'est les collègues qui reprennent les tâches. Il y en a qui peuvent être aussi reportées. Et du coup, voilà, il n'y a pas de remplacement. Après, il y a peut-être des postes où ça nécessite des remplacements dans des entreprises. Et nous, pour l'instant, on n'a pas eu besoin de remplacer. C'est les collègues qui reprennent une partie de mission. Et on n'a pas eu, en tout cas, de plaintes de collègues qui auraient dû reprendre certaines tâches pendant l'absence de leurs collègues. Donc, c'est très bien accueilli. Et, pour l'instant, il n'y a pas eu aucune remontée négative. Super. Merci Sandrine. Delphine, pour pouvoir conclure cet échange, qu'est-ce qu'au final, quel impact au final on peut observer, quel impact positif on peut observer chez les collaborateurs et dans l'entreprise lorsqu'on met en place ce type de politique, et même quel impact positif on peut observer, et même peut-être, je ne sais pas s'il y a des impacts négatifs que tu as pu observer aussi, des impacts qui pourraient être identifiés et à traiter pour plus tard, mais est-ce que tu peux nous parler de ces impacts qu'ont ce genre de politique auprès de leurs salariés et de l'entreprise? Alors, déjà, pour être capable de… je parle très chiffré, et comme il y a aussi des entreprises comme vous, Phoenix, Sandrine, et qui malheureusement être trop peu nombreuses à le mettre en place pour des valeurs partagées et sans réfléchir au coût. Moi, j'ai plutôt, et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup d'indicateurs, d'objectifs, parce que j'ai plutôt tendance à rencontrer des entreprises qui, en tout cas, quand les RH ont ce côté valeur, il y a un moment où il faut convaincre, ou à l'inverse, quand c'est parfois le dirigeant, mais il n'est pas seul à décider, ou la dirigeante. Donc, c'est des sujets où moi, j'ai plutôt eu tendance à rencontrer des entreprises qui me disent qu'ils ont besoin de mettre en place, en tout cas, d'avoir les outils pour mesurer l'impact de ces politiques.
même nous-mêmes, Ma Bonne Fée, en tant qu'entreprise à impact positif, un peu comme Phoenix, de toute façon, on a aussi besoin de mettre en place des indicateurs pour mesurer en quoi les actions et ce qu'on fait ont des impacts positifs. Donc, si je donne un petit peu en vrac le type d'impact positif qu'on retrouve, alors évidemment, le sujet numéro 1, c'est autour de l'égalité femmes-hommes, et on retombe bien sur en tout cas, l'ambition de Phoenix, parce que, encore une fois, la parentalité, même si ce n'est pas si souvent dit que cela, c'est le facteur numéro 1 d'inégalité femmes-hommes. Il faut savoir une femme, 5 ans après un enfant, son salaire est 20% moins élevé que si elle n'avait pas eu d'enfant. Donc, il y a vraiment l'impact négatif du fait d'avoir des enfants. Et ça, c'est aussi c'est lié à énormément de facteurs, et c'est un tout autre sujet sur lequel on pourrait débattre des heures. Mais un des leviers d'action, c'est évidemment de rééquilibrer, et c'est ce qu'a très justement observé Phoenix et disait Sandrine, c'est de rééquilibrer en fait la charge et le sujet de la parentalité au sein du foyer. Et donc, ça passe aussi par le fait de partager un congé. Donc ça, c'est des actions qui sont mises en place par certaines entreprises, mais le gouvernement se pose aussi la question. Donc voilà, donc l'impact positif, je dirais, c'est le taux de mixité, c'est les sujets d'égalité femmes-hommes, ça c'est en haut du podium, parce que c'est un vrai sujet d'actualité, qui va aussi avec son homologue qui est la conciliation des temps de vie, l'équilibre des temps de vie, il y a plusieurs appellations, qui va aussi avec une meilleure qualité de vie au travail et une diminution des risques psychosociaux, parce que on le sait qu'il y a des vrais sujets autour de l'accompagnement des parents, du burn-out parental, qui se mélangent très souvent au burn-out professionnel, alors qui n'est certes pas une maladie professionnelle reconnue, mais en tout cas, ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail, les frontières étant aujourd'hui tellement floues, tout se mélange. Et donc, quand on a des politiques actives autour de la prévention des risques psychosociaux, la parentalité doit clairement en faire partie. Et puis après, je les ai un peu évoqués au départ, les impacts positifs, c'est tout ce qui est lié aux ressources humaines. Donc effectivement, comme tu disais Sandrine, c'est toujours difficile à mesurer, mais une meilleure attractivité quand vous savez encore une fois qu'un collaborateur sur 4 fait le choix d'une autre entreprise pour avoir une meilleure conciliation vie pro, vie perso. Donc c'est vraiment ça, c'est d'attirer, c'est de fidéliser, c'est-à-dire que votre collaborateur, en tout cas, ce n'est pas l'argument qui le fait partir, ce n'est pas la question de la conciliation des temps de vie. C'est évidemment tout ce qui est la diminution de l'absentéisme. Donc ça, c'est aussi important pour une entreprise et pour son fonctionnement. J'en ai parlé tout à l'heure dans les chiffres. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup d'effets positifs qu'on est capable de mesurer, de mettre en place. Alors, pour vous donner aussi une idée d'indicateurs que nous, on travaille avec nos clients, encore une fois, je parle beaucoup de chiffres et d'indicateurs, donc peut-être que c'est des choses qui plaisent un peu moins à Sandrine, mais en tout cas, nous, pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises mettent en place le INPS, l'Employee Net Promoter Score. Un peu de la même manière que on parle d'expérience client, aujourd'hui on parle beaucoup d'expérience collaborateur, et c'est la question toute bête, entre guillemets, de recommanderiez-vous votre entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler? Et là, la réponse, c'est une échelle de 0 à 10, sachant que 0, ce n'est pas du tout probable, 10, c'est très probable. Et en gros, vous comptez surtout sur les ambassadeurs qui vous mettent 9 ou 10. Et sinon, il faut comprendre pourquoi on ne vous met pas 9 ou 10. Ça, c'est aussi les politiques parentalité et de manière plus générale, qualité de vie au travail. C'est aussi savoir dans quelle mesure, en fait, ça participe à améliorer cette note. Mais une action parmi tant d'autres de toute façon. Donc, voilà. Alors, les impacts positifs, ils sont nombreux. Tu me demandes les impacts négatifs. Très honnêtement, là, spontanément, et c'est pas d'être de mauvaise foi, mais je saurais pas t'en donner
parce que je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à une entreprise qui met en place et fait des choses en faveur de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Après, ça peut être justement il y a toujours des questions que ça touche le plus grand nombre. Donc, c'est souvent fait en accord avec les CSE. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il peut y avoir des impacts, en tout cas des complications, c'est-à-dire que ce soit vraiment des sujets portés par l'entreprise qui concernent le plus grand nombre de collaborateurs. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand risque pour une entreprise à investir et à s'impliquer dans une politique parentalité de manière générale. D'accord. Merci Delphine. Je vois qu'on a deux questions. Une question de Malika Vignon qui demande: observez-vous une différence avec des structures ayant peu de salariés concernant une période d'absence longue non remplacée? Est-ce que peut-être Delphine, tu rencontres des entreprises qui ont peu de salariés et qui ont... Nous, en tout cas, les clients de Ma Bonne Fée, on a aussi bien des entreprises où il y a un collaborateur ou une collaboratrice que des entreprises qui en ont plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers. Donc ça, et c'est là où nous, Ma Bonne Fée, on a vraiment voulu agir, qui n'est pas uniquement des actions pour les boîtes du CAC 40, entre guillemets. Donc, un petit peu comme Sandrine disait, le côté de la place en crèche, est-ce qui existait, c'est très cher. Donc, en tout cas, nous, ce n'est pas envisageable. Il y a plein d'autres choses à faire, qu'on ait un seul collaborateur ou beaucoup plus. Dans cette question, il y a plusieurs questions. Il y a la question encore une fois, le côté politique interne, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va faire? Est-ce qu'elle remplace? Comment elle communique? Comment elle accompagne un départ et un retour? Et puis, il y a ce qu'elle met en place pour accompagner le retour, justement, d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Donc, ma réponse est peut-être pas assez précise. Donc, Malika, si tu veux un peu repréciser, mais pour moi, aujourd'hui, il y a des choses à faire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et encore une fois, il y a ces deux leviers d'action. Il y a ce que vous faites en interne et ce qui est fait, les actions servicielles. Merci Delphine. Est-ce que Malika, vous voulez réagir sur ce que vient de dire Delphine en mettant votre micro ouvert? Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. En fait, ma question, c'était plus la difficulté pour des entreprises ou des structures ayant peu de salariés de pouvoir absorber un remplacement de mission de quelqu'un qui partirait 2 mois parce que déjà, la charge de travail de chaque salarié est importante. Et voilà, c'était surtout en réaction au témoignage de Phoenix qui disait on remplace pas et puis finalement les choses se passent plutôt bien. Alors je me dis que c'est peut-être plus possible, on va dire, dans une entreprise avec autant de salariés, là où des petites structures avec peu de salariés des fois sont déjà dans l'absorption de travail. Enfin, c'est plus en flux tendu, quoi, ça je veux dire. Du coup, il y a peut-être une surcharge et du coup, c'est peut-être l'occasion d'embaucher à ce moment-là. Et la personne restera, la personne qui remplace restera après. Soit il y a des projets, nous potentiellement, il y a des projets du coup qui peuvent être un peu décalés, quoi. Il y a ça aussi. Pour pas que toute la charge de travail aille sur les collaborateurs qui restent, il y a une partie des projets qui peuvent être un peu décalés. Et après, il y a des fois, ça tombe bien, là, on est une personne en commercial, ça tombe juillet-août, une période qui est plutôt creuse. Donc, c'est aussi un peu de chance là. Merci Sandrine, merci Malika. Je vois qu'il y a deux questions de Marine Alary. Est-ce uniquement lié au coût que la société Phoenix ne propose pas l'accueil du jeune enfant en crèche privée? Et est-ce que l'accompagnement à la parentalité proposé par l'entreprise est pris en compte dans les critères de la QVT en entreprise? Sandrine? Oui, donc pour la crèche, c'est essentiellement le coût, puisque comme on ne pourrait pas avoir le crédit d'impôt, c'est de l'ordre de 15 à 20 000 euros par an, si je ne me trompe pas, Delphine. Donc, pour un salarié ou une salariée, donc c'est vrai que ça me paraît une différence trop importante par rapport aux autres salariés. En fait. Tu peux avoir le crédit d'impôt, mais tu n'as pas la déduction des charges, donc ça reste quand même 50% de la charge au lieu de 80% pris en charge, quoi. C'est ça.
Ouais. Et donc, la deuxième question, est-ce que l'accompagnement à la parentalité proposé par l'entreprise est pris en compte dans les critères de la QVT en entreprise? Est-ce qu'une de vous veut répondre à cette question? Si tu veux, moi, Non. de la manière dont je le lis, alors, si on parle par exemple, des accords obligatoires négociés dans le cadre des CSE dont je parlais tout à l'heure, il faut savoir que justement, les accords qualité de vie au travail ou même dans les négociations égalité femmes-hommes, en fait, ça rentre dedans et la parentalité, elle participe elle rentre dans ces négociations d'accords obligatoires. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, Marine. Si tu veux... Marine, est-ce que tu veux prendre le micro? On t'écoute. En fait, oui, je voulais comprendre dans les critères justement de prise en compte de la QVT en entreprise, si l'accompagnement à la parentalité était vraiment un domaine vraiment pris en compte, ou est-ce que ça faisait partie vraiment d'un micro-critère? Moi, en tout cas, toujours sur le sujet et de ce que je connais et de ce qu'on connaît avec Ma Bonne Fée, quand nous, par exemple, typiquement, pour citer le Bon Coin, alors c'est le CSE qui a mis en place, on travaille avec le CSE et ça rentre évidemment sur des sujets assez larges, mais sur les questions d'égalité femmes-hommes, de qualité de vie au travail. Et de manière générale, on est très souvent contacté par les RH ou les CSE dans leur réflexion de politique qualité de vie au travail. Il y a un angle parentalité. Enfin, ça, alors après, c'est ceux qui nous contactent. Donc, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai sujet au sein de la QVT. Officiel ou si c'était propre à chaque entreprise? En tout cas, officiellement, quand tu regardes sur les étapes des accords obligatoires, notamment autour de l'égalité femmes-hommes, tu as à l'intérieur une des actions, c'est sur la conciliation et l'équilibre des temps de vie. Donc, de toute façon, tu dois prendre en compte des mesures sur ces sujets-là. Et sous réserve tu as des pénalités quand tu mets pas en place. Alors, encore une fois, le panel est assez large quand même des politiques, mais quand tu parles de conciliation des temps de vie, la parentalité, elle en fait largement partie. Est-ce que la réponse te satisfait, Marine? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous ai dit merci. D'accord. Merci beaucoup. Désolée, je pense que j'ai un problème sur mon micro et ma caméra, donc voilà. Merci encore pour ce webinaire. Merci Marine. On a aussi une question de Aurélie Arquier qui demande comment Ma Bonne Fée procède pour proposer des outils adaptés aux besoins réels de l'entreprise cliente et ne pas faire des copier-coller de solutions. Qu'est-ce qu'on appelle copier-coller de solutions? C'est-à-dire faire la même chose que d'autres font déjà? Je ne sais pas exactement comment répondre à la question. Après, c'est aussi une manière de... En fait, nous, par exemple, notre ambition chez Ma Bonne Fée, c'est vraiment... là, je parle de Ma Bonne Fée pure. Je sors de parentalité de manière générale. Nous, c'est d'accompagner le collaborateur dans des moments de vie, dans son chemin de la parentalité, qui est en parallèle de son chemin en entreprise. Et là-dessus, nous, en tout cas, on a trouvé, et nos clients, c'est ce qu'on nous remonte, que ce qui pouvait exister manquait parfois de liens, justement. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent. Nous, notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le collaborateur sur tous les sujets qu'il va rencontrer, que ce soit administratif, que ce soit mode de garde, que ce soit soutien scolaire, et d'être vraiment dans... un peu son bras droit qui apporte des solutions, qui cherche des réponses et apporte des solutions concrètes et avec un suivi qualité particulier. Donc après, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Aurélie, mais en tout cas, nous, on est vraiment sur...
sur des solutions qui certes existent, mais en fait, on a voulu vraiment créer en plus sur un outil, une plateforme sur laquelle le parent va retrouver toutes les informations qu'il recherche et l'accompagner vraiment jusqu'au bout de son besoin. Ok. J'ai répondu à ta question. Oui, après, je pense que c'est parce que du coup, j'ai peut-être pas la bonne vision de comment procède ma bonne fée, mais en fait, ma question, c'était est-ce que finalement, vous passez d'abord par un échange avec les salariés, avec les représentants du personnel? Parce que dans les outils que vous avez évoqués, que ce soit en politique interne ou en action servicielle, il y a un panel qui est hyper large et tout n'est pas forcément adapté. Enfin, voilà, où toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'agir sur tous les leviers. Et donc, c'est comment on réfléchit en amont sur est-ce qu'il vaut mieux ouvrir une conciergerie ou est-ce qu'il vaut mieux travailler sur voilà, si on ne peut pas tout faire, comment on cible pour être le plus pertinent et répondre aux vrais besoins des gens. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ça ma question. Est-ce qu'en amont, avant le déploiement des outils, est-ce que finalement il y a un travail en focus group, je sais pas, en conversation avec les salariés pour bien cibler les actions? C'est une très bonne question et comme c'est un peu ce que je disais en filigrane, en fait, de les objectifs et de ce qui doit être mis en place, il faut que ce soit très clair pour l'entreprise. Et encore une fois, que ce soit le CSE qui le mette en place, les RH ou la direction, voilà, les objectifs ne vont pas toujours être les mêmes. Nous, typiquement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on a des entreprises qui ne savent pas par quoi commencer, et notamment sur la question de la politique parentalité, en fait, notre première action, c'est vraiment de mener une enquête avec un côté quanti et quali, c'est-à-dire de demander au plus grand nombre via un baromètre. Donc après, on axe le baromètre en fonction justement aussi des besoins de l'entreprise. Et puis la partie quali, c'est interviewer des collaborateurs qui sont représentatifs de la population de l'entreprise. Alors évidemment, en fonction de la taille, mais ça va être famille monoparentale, ça va être différents types de fonctions dans l'entreprise, employés, cadres ou de régions. Et en fait, à la suite de cette étude, on va appliquer des recommandations sur ce qu'il est pertinent de mettre en place, quels sont les besoins qui ont été remontés par les collaborateurs eux-mêmes. Parce que, comme tu le dis très justement, il faut que ce soit quelque chose qui est utile et qui est aussi en co-construction avec les besoins des collaborateurs. Alors après, je ne suis pas rentrée dans tous les schémas. Tu as autant de schémas de mise en place, de réflexion stratégique que d'entreprise. Donc, il y en a qui incluent, qui font des groupes de travail dessus et dans lesquels on s'intègre. Il y en a où c'est que la direction qui a mené le projet et voilà, c'est mis en place. Donc après, c'est suivant la typologie de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des actions, on les fait plutôt de manière proactive, par exemple le congé deuxième parent, et il y a d'autres actions, c'est plus en réponse aux besoins des collaborateurs qu'on a pu identifier, il y a des questionnaires, ce genre de choses. D'accord. Et, donc ça dépend, il y a les deux. Ok, merci pour vos réponses. Merci Aurélie, merci Sandrine et Delphine pour vos réponses. Est-ce que, pour conclure ce temps, est-ce que vous pouvez chacune nous donner, s'il fallait retenir une chose, nous donner ce qu'il faudrait retenir, selon vous? Sandrine, peut-être? C'est qu'il faut oser. Faut pas. Il y a peut-être des freins et des obstacles, mais après, il y en a aussi c'est un peu la société qui nous les dicte. Et du coup, faut tenter. Puis, faut faire participer les collaborateurs et les collaboratrices. Ça peut être un bon moyen si on hésitant, en fait, si on a le soutien de ses salariés, ça peut vraiment booster et donner envie de lancer des choses. Donc, il y en a qui coûtent cher et d'autres qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, nous, on fait aussi une demi-journée solidaire. Donc, les salariés, une fois par mois, ils peuvent aller une demi-journée dans une association. Vu qu'on travaille aussi beaucoup avec les associations, c'est important. Et du coup, pareil, en termes de coûts, ça ne représente pas grand-chose puisque les salariés ne sont pas remplacés. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire qui peuvent améliorer le bien-être et qui n'ont pas un coût élevé. Donc, il faut y aller. Merci Sandrine. Delphine? Alors j'allais dire, je ne sais pas exactement, dans l'Assemblée, on a peut-être un mix d'entreprises et de salariés. Alors côté salarié, moi ma recommandation c'est de toute façon si l'équilibre des temps de vie est important pour vous et que vous estimez qu'il n'est pas atteint dans votre entreprise, la première chose c'est la communication avec le management, avec les RH.
parce que même si la parentalité, on l'a vu, ça peut être encore souvent un sujet tabou, il faut savoir qu'en fait, ça l'est plus dans beaucoup d'entreprises, donc c'est pas forcément normal que ça le reste. Donc, chacun peut, comme tu disais Sandrine, de donner son avis et de participer à faire avancer aussi les mentalités côté collaborateur. Et côté entreprise, alors c'est évidemment un vaste sujet. Ceux qui sont là, c'est que vous vous y intéressez en particulier. Moi, je redirais ce que j'ai dit, c'est quand même de savoir les objectifs à atteindre, que ces objectifs soient des objectifs de coller à des valeurs ou des objectifs plus chiffrés. Mais voilà, c'est de... Et je pense que je clôturerai là-dessus et un petit peu ce qu'on vient de dire avec Aurélie, c'est que quand on ne sait pas par quoi commencer, de toute façon, c'est de se poser, de mener des enquêtes et d'avancer. Je vois souvent la crainte de j'ouvre la boîte de Pandore si je pose des questions. Ouais, mais en fait, de toute façon, c'est un sujet. Donc, soit on décide de faire l'autruche et de ne pas poser de questions, soit on prend à bras le corps, sachant qu'évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut tout mettre en place. Et donc, c'est la manière dont on va poser des questions. Mais en tout cas, l'aborder, c'est au moins dire aux collaborateurs que c'est un sujet et que vous avez besoin de l'avis pour ensuite construire quelque chose de cohérent avec toute l'entreprise, à la fois avec les moyens qu'elle peut mettre et les objectifs qu'elle a. Voilà un petit peu ma conclusion. Merci Delphine, merci Sandrine. Si nous n'avons pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ce temps simplement pour vous dire que ce temps entre dans le cadre de notre semaine Femmes Impact qui vient de commencer aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur nos pages, nos réseaux sociaux. On a également publié ce matin un podcast avec Anne-Lise Vincheguira de La Petite qui partage avec nous des conseils pour vaincre le syndrome de l'imposteur.